Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau cycle de conférences à l'ICEP qui ouvre sa saison. Je remercie aussi donc vous qui êtes présents et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Anne Trouby, bonsoir. Vous êtes entrepreneur, essayiste et notamment cofondatrice de l'association Les Antigones. Vous venez ce soir pour nous présenter votre livre « Femmes, réveillez-vous » que vous avez coécrit avec Isole Turan aux éditions La Nouvelle Librairie, et les ouvrages sont en vente à l'entrée. Dans votre ouvrage, vous dressez l'histoire de la femme comme perdant racine dans une société où elle n'a fait que rechercher le droit à, mais qui finalement a laissé un vide. Vous parlez notamment du vide du père, la figure symbolique du père, mais qui n'a non pas laissé la place à la liberté, comme certaines croient, mais plutôt à la superpuissance de l'État. Et vous dites, selon vous, que la femme se libère euh, dans une société de désir, mais finalement, elle perd sa liberté. En cela, en un mot, femme, réveillez-vous, et peut-être plus que ça, femme racine, libérez-vous. Je vous remercie. Vous avez la parole. Merci d'abord pour votre invitation. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous pour vous parler de ce sujet fort important du féminisme et surtout plus largement des rapports entre les hommes et les femmes. Un sujet d'actualité, délitement de la cellule familiale, voilà, explosion des foyers monoparentaux, stérilité, infertilité de masse, augmentation du nombre de femmes sous antidépresseurs, violence conjugale, insécurité. La liste pourrait être très longue. Il y a un certain nombre de malheurs, de difficultés des femmes qu'on évoque dans cet essai. Le constat, c'est que les femmes ne semblent ni aussi libres ni aussi heureuses que l'avait promis le discours féministe. Alors le bilan, il n'est pas forcément meilleur du côté des hommes, qui sont plus touchés par le chômage, la dépression, le suicide, plus nombreux dans les prisons ou à la rue. Ils n'ont pas l'air ni plus libres ni plus heureux que les femmes. Les relations entre les sexes, n'en parlons pas. MeToo a donné une bonne idée du problème il y a quelques années. Donc les hommes sont tous des violeurs en puissance et les femmes des allumeuses, des croqueuses de diamants. Alors les rapports entre les sexes se limitent de plus en plus à la violence ou à la séduction de bas étage, tandis que ceux qui sont en couple, malgré cette ambiance délétère, gardent soigneusement les comptes des courses, des heures passées en ménage, en garde d'enfants, pour faciliter les comptes le jour du divorce. Ce sont des gros sujets, des sujets d'actualité qui intéressent beaucoup les féministes, qui se penchent par exemple aujourd'hui sur la question de la répartition des tâches dans le foyer. Alors, le constat, il est d'abord économique. En cas de divorce, les femmes s'appauvrissent nettement, donc la charge des grosses dépenses étant généralement portée par le salaire le plus élevé dans le foyer, soit dans beaucoup de cas celui du mari, qui repart avec la voiture et la maison, tandis qu'avec s'épouse, il reste, selon l'expression de Tissot Lecoq, les pots de yaourt, puisqu'elle a essentiellement participé aux courses. Alors le constat, il est réel. Mais les conclusions qu'en tirent les féministes qui travaillent le sujet sont biaisées à bien des aspects, dans la mesure où, à aucun moment, le nombre croissant de divorces qui mènent à cette situation n'est mis en question. Au pire, c'est une réalité avec laquelle composer, au mieux, un signe de la très grande liberté des femmes. C'est justement cette analyse biaisée que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, parce que donc, ce rapide bilan dressé, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour tout le monde de vivre sereinement sa sexuation, donc le fait d'être un homme ou une femme, tellement elle est questionnée et critiquée, mise en question. Alors, les années de féminisme qui nous auraient d'après le discours, le narratif dominant, libéré des anciens carcans, laisse quand même aux relations entre les sexes un goût amer de méfiance et puis d'une dynamique assez perverse, bourreau-victime. Alors qui est le bourreau, qui est la victime, ça va dépendre de la personne qui vous en parle. L'heure pour moi est venue du bilan pour nous permettre d'ajuster les curseurs et de sortir justement de cette dynamique pour restaurer des relations harmonieuses entre les sexes autant que faire se peut. Donc tout le travail qu'on a fait à travers justement les Antigones, ce mouvement donc, dont Isole Turan est elle porte-parole, et puis aujourd'hui que nous poursuivons Isole et moi à travers les ouvrages et les conférences qu'on propose, c'est d'explorer cette question de la sexuation, des rapports entre les sexes. Et donc le premier pas de cette réflexion a forcément été d'examiner les discours contemporains en la matière. Et c'est ainsi que nous avons été amenés à développer une critique du féminisme contemporain qui a donné lieu à cet ouvrage.
qui interroge en fait la liberté que nous a promise le féminisme. De quoi avons-nous été libérés? À quel prix? Et pour quels résultats aujourd'hui? Nous, le constat que nous faisions à l'origine de ce bouquin, c'est que l'opinion publique, on va dire, le discours ambiant, le narratif, ne cesse de nous répéter que nous sommes plus libres aujourd'hui que nous l'étions hier. Et pourtant, nous, durant ces années à explorer ces sujets, ce que nous avons constaté, c'est au contraire un recul des libertés publiques et un recul des libertés très concrètes des femmes, ne serait-ce que par exemple d'aller et venir dans la rue. Et du coup, je vais reprendre ce soir, évidemment, certains éléments de cette analyse. Je vais essayer d'exposer un peu les grandes lignes de cette critique, ces grandes lignes qui sont sous-jacentes à cet essai. Et puis, je vais essayer aussi de vous donner quelques jalons pour repenser ensemble cette question des rapports entre les sexes, donc à travers l'étude de leurs différences, et puis aussi à travers l'expression culturelle que nous leur avons donnée en Europe. Alors, le féminisme, d'abord, c'est quoi? Le féminisme, il est vraiment à la croisée de plusieurs chemins. C'est un mouvement qui est à l'origine militant et progressivement, son histoire et ses auteurs en ont fait un courant de pensée à part entière. Dans toute sa diversité. Et pourtant, c'est bien ce que nous mettons à jour dans le livre, qui a une sorte de mythologie commune, qui a un vocabulaire commun, qui a des figures tutélaires communes. Donc, malgré toutes ces différences, il y a une forme d'unité du féminisme qui est la grille de lecture à partir de laquelle nous l'analysons dans cet ouvrage. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de rapport entre hommes et femmes, c'est ce courant de pensée, celui du féminisme, qui fait autorité. Et pourtant, ça n'a jamais été le seul courant de pensée permettant d'aborder ces questions de la sexuation et des rapports entre les sexes. D'abord parce que ce courant de pensée, il est très récent, et ensuite parce qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui proposent d'autres discours. Je pense à l'exemple de l'Église, par exemple, qui propose un discours sur les rapports entre les sexes. Donc, malgré cette omniprésence du féminisme, notamment dans les médias, ce n'est pas la seule manière de penser les rapports entre les sexes. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une forme de scientifisation, quelque part, du discours féministe. Alors, d'abord parce qu'il émane de plus en plus d'autorités intellectuelles, en quelque sorte, de professeurs d'université, de chercheurs. Donc maintenant, professeurs d'université, on a des études de genre à l'université, on a des chaires dédiées à ces questions féministes. Donc, ce discours féministe émane aussi de chercheurs, de personnalités politiques reconnues, de journalistes en vue, et il prend aussi les formes d'un discours scientifique dans son contenu, avec une multiplication des statistiques, des études, des rapports, et même des rapports gouvernementaux maintenant. Et cette scientifisation du discours, elle explique aussi une crispation en fait, autour de ces sujets, puisque ce discours féministe se présente de plus en plus comme une forme de vérité indépassable, en fait. Or, justement, ce discours, il est organisé autour d'un certain nombre de postulats, c'est-à-dire de principes qui sont posés comme étant des vérités qui n'ont pas besoin d'être démontrées. Et ces postulats du féminisme, ils sont nourris par tous les courants de pensée en fait, contemporains dominants. Je vais revenir un petit peu là-dessus, je vais détailler ça, que le féminisme a nourri en retour, en fait. Le meilleur exemple de ça, c'est sans doute la notion de patriarcat. Tout le monde la connaît, je pense. Alors, qui aujourd'hui ose remettre en question la notion de patriarcat ? Vous avez peut-être entendu dernièrement des déclarations dans les médias, comme par exemple, suite à l'ouvrage de Patrick Buisson, par exemple, qui avait pris la défense du patriarcat en disant que peut-être que le patriarcat avait été plus protecteur envers les femmes que la situation actuelle ne l'est. Par contre, le discours que je n'entends pas, c'est la remise en question du concept lui-même. Pourtant, ce concept, là aussi, il est très récent. C'est un concept qui naît avec le féminisme et qui est fondé justement autour de ces postulats qu'on va analyser ensemble. Et c'est un exemple type de la manière dont ce discours féministe s'est imposé à travers un certain vocabulaire notamment, dans la manière de penser les rapports entre les sexes, alors que ce vocabulaire n'est pas nécessairement toujours juste. Nous n'avons même plus les bons mots en fait, pour penser ces rapports entre les hommes et les femmes. C'est encore possible de remettre en question ce vocabulaire pour certaines notions un peu plus récentes. Je pense à des notions comme le mansplaining, par exemple.
tout le monde ne s'en connaît sans doute pas. C'est pas plus mal. Il y a la notion de féminicide qui s'est imposée dernièrement. Je faisais déjà le constat, c'était en 2021, j'avais publié une enquête journalistique sur la présence féministe sur Internet. Et justement, je faisais le constat que ce vocabulaire, il s'impose de plus en plus rapidement, justement, grâce à la présence féministe sur Internet. Ce vocabulaire, il est commun aussi aux différents mouvements féministes. Au-delà de leur diversité, et il est urgent de justement prendre conscience que ce vocabulaire, il émane de discours militants, et il repose surtout sur des postulats, une certaine vision du monde. Alors, que sont ces postulats? Quelle est cette vision du monde et d'où est-ce qu'ils viennent? Donc, ils se sont construits avec l'émergence et le développement de la pensée féministe, logique. Alors, celle-ci naît, on découpe généralement l'histoire du féminisme en 3 vagues successives. Donc, le féminisme naît au 19e siècle avec les mouvements en faveur de l'égalité des droits. Ensuite, il y a une deuxième vague qui prend forme à partir de l'après-guerre, autour des militantes en faveur de la contraception et de l'avortement, avec des figures tutélaires comme Simone de Beauvoir, que vous connaissez sans doute. Donc on voit déjà ici se dessiner le profil de ce féminisme qui domine aujourd'hui le discours sur les rapports entre les sexes. Donc dès sa naissance, au 19e, en fait, il hérite d'une conception politique nouvelle, qui est celle des Lumières, des rationalistes, des théoriciens du contrat. Et cette vision politique, il est important de préciser qu'elle est en rupture totale avec la conception qui prévalait avant de la société et du politique. Dans cette vision nouvelle, en fait, la modalité d'expression du politique, c'est le vote du citoyen. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait d'autres modalités d'expression du politique avant. Il y avait d'autres manières d'envisager la société avant. Alors, le 19e siècle, c'est aussi celui de la pensée marxiste, qui se veut donc une pensée historique scientifique et qui va abondamment nourrir aussi ce féminisme naissant. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de penseurs socialistes qui avaient prédit qu'à la lutte des classes succéderait une lutte des sexes. Ils ont été finalement assez prophètes. Au XXe siècle, c'est l'existentialisme sartrien et l'école structuraliste aussi de Foucault et Derrida qui vont nourrir le féminisme. Alors, ce sont des courants de pensée qui ont en commun d'analyser ce qu'ils appellent des structures de domination, qu'elles soient familiales, sociales, intériorisées ou imposées, qu'ils considèrent comme des limites à la liberté personnelle. Tout l'enjeu de cette réflexion, notamment la réflexion de Sartre, c'est justement cette question de la liberté. Et la liberté telle qu'il a définie est une liberté très moderne, là encore en rupture totale avec la conception de la liberté de la tradition philosophique classique. C'est vrai que ce sont des notions, je reviens dessus rapidement, mais les théories du contrat, la question de la liberté, ce sont des notions sur lesquelles nous avons des idées dont parfois nous ne nous rendons pas compte qu'elles sont une vision philosophique précise et circonstancielle et qu'il y a d'autres façons de l'envisager. C'est le cas sur la question de la liberté, on y revient dans la 3e partie de notre ouvrage. La liberté telle qu'on la conçoit aujourd'hui est en rupture totale avec la liberté telle que la concevait qu'on la concevait justement avant le 19e siècle. On voit ici poindre aussi avec cette question des structures de domination justement des concepts comme celui de patriarcat. Voilà. Alors la diffusion de toute cette French Theory, donc de Foucault et Derrida aux États-Unis, va faire en fait exploser les limites de la pensée féministe. Déjà, on était passé entre la première et la deuxième vague de la question justement de l'égalité des droits, de l'égalité devant la loi, à la remise en question, à une réflexion sur toute la cellule familiale et sur le domaine de l'intime. Alors, avec la 3e vague, c'est vraiment tout un nouveau courant de pensée qui va naître, qui inclut le féminisme et qui le dépasse. Ce sont les théories de l'intersectionnalité, dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être pas, qui proposent en fait que convergent les luttes de toutes les minorités. Donc, parmi lesquelles les femmes, mais aussi les minorités racisées, les minorités sexuelles, LGBT, etc. Et le but est donc une convergence des luttes pour renverser l'oppresseur, c'est-à-dire la figure type, l'homme blanc, cinquantenaire, hétéro, cisgenre, etc. Alors, ce féminisme, il est incarné par des figures comme par exemple Judith Butler, qui est une des théoriciennes en fait de toute la question du genre, qui va remettre en cause jusqu'à la notion même de sexe. Et on voit quand même ici les racines de tout le wokisme dont on est abreuvé aujourd'hui.
C'est déjà les prémices de ça, en fait. Et en même temps que naît toute cette pensée féministe, on assiste aussi à la montée en puissance du capitalisme érigé non pas seulement en modèle économique, mais vraiment en modèle de société. Je vous renvoie ici à un petit ouvrage très intéressant de Michéa, L'enseignement de l'ignorance, je crois, qui en parle et qui est très intéressant. Et justement, le féminisme est vraiment indissociable de cette évolution de la société. Hein. L'industrialisation de l'Europe, ça commence dans certains pays au XVIIe, mais c'est le XIXe est vraiment le moment de l'industrialisation de l'Europe. Et le féminisme est indissociable dans ses combats, dans sa vision du monde, de cette industrialisation du monde et des progrès techniques qui l'accompagnent. On le voit avec des combats historiques comme ceux en faveur de la contraception, de l'avortement, mais aussi dans des débats beaucoup plus récents autour des questions comme la PMA ou la GPA. Ce sont des débats qui sont rendus possibles aussi par les évolutions de la technique et par un certain regard porté sur la technique. Donc, le féminisme est donc marqué par toute cette histoire et par donc une certaine vision du monde et par les postulats dont je parlais tout à l'heure que partagent tous les différents courants qu'il compose. Alors cette vision du monde, c'est d'abord le fait que l'être humain soit d'abord un individu rationnel et autonome, dont le plus grand bien, c'est une liberté qui est pensée comme un concept, une essence, un idéal, et qui a vocation à s'étendre autant que possible, en fait. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans les théories libérales avec cette idée de l'individu qui est invité à rechercher justement rechercher son profit, effectivement avec une vision rationnelle de son profit. J'ai plus la formule exacte qui me vient en tête. Et c'est quelque chose qui traverse un certain nombre de ces courants. Un deuxième point essentiel de cette vision du monde que partagent les mouvements féministes, c'est le regard sur la société. Ce que ces mouvements féministes ont en commun, malgré toute leur diversité, c'est le fait de concevoir la société comme une donnée historique et purement culturelle. C'est ce fameux débat sur les stéréotypes de genre, sur ce qui est construit dans nos identités sexuées. La société, dans cette vision du monde, elle est construite par l'être humain. Donc elle est variable dans le temps. Elle peut être façonnée aussi selon nos envies, en vertu d'un contrat social qui serait laissé à notre libre appréciation, c'est-à-dire généralement à la majorité ou alors à la minorité agissante. On voit toute la diversité de situations qu'on peut voir dans le monde à travers les époques et la géographie justifie l'idée dans cette pensée que, en fait, un jour, les êtres humains ont créé la société. Voilà. Et que donc, si on l'a créée comme telle, eh bien, on peut la refaçonner selon nos désirs, nos impératifs du moment. Un dernier postulat qu'il s'agit de mettre à jour, c'est le fait que le monde soit régi par des systèmes dirigés par des groupes de personnes. Donc, ces systèmes sont potentiellement oppressifs dans la mesure où chacun ne cherche d'abord que son propre profit, que les autres se soumettent dans un objectif de survie. Donc, si cet objectif de survie n'a plus lieu d'être, les dominations anciennes ont vocation à être renversées. Alors, la question du sexe biologique, lui, varie beaucoup selon les courants de pensée féministes. Ce n'est pas forcément un marqueur commun. Nous, on en a l'impression en France parce que chez nous, c'est plutôt le courant indifférencialiste qui domine, qui, lui, considère la biologie vraiment comme une donnée matérielle et non signifiante. Et pour autant, il existe, notamment à l'étranger, d'autres courants qui accordent une beaucoup plus grande importance au sexe biologique, mais ils ont justement... il se raccroche tout de même à cette vision du monde dans la mesure où il considère là aussi que la société est une construction, donc qu'elle peut ou doit être changée pour favoriser leur vision du sexe biologique. Ça va être par exemple certaines féministes américaines qui vont militer pour l'émergence d'un matriarcat. Voilà, en partant du principe que toutes les données biologiques des femmes font d'elles des êtres plus susceptibles de dominer le monde que les hommes. L'être humain, là encore, même s'il reconnaît l'existence d'une certaine nature, donc reste dans cette vision du monde libre d'en faire ce qu'il veut. Alors, le problème, c'est bien que tous ces postulats sont faux. Et alors, concrètement, à quoi mènent ces erreurs ? Eh bien, elles mènent à une mauvaise analyse des difficultés bien réelles que peuvent avoir les femmes et les hommes. Et elles mènent donc à des solutions dysfonctionnelles à court, moyen ou long terme. Un premier exemple simple, le présupposé justement d'une convergence des luttes entre les minorités qu'ont massivement adopté les mouvements féministes, et notamment en France, les ont réduits au silence sur la question des agressions commises par les étrangers.
C'était déjà le cas au moment des viols de Cologne, des problèmes de harcèlement de rue à la chapelle Pajol. C'est encore et toujours le cas aujourd'hui. La plupart des militantes féministes actuelles, donc, lorsqu'elles sont interrogées sur le nombre inquiétant de viols, et notamment de viols violents par des clandestins, rejettent le problème en rappelant que la majorité des violences sexuelles, statistiquement, sont commises par des personnes connues de la victime, généralement faisant partie de son entourage. Alors, statistiquement, c'est vrai. Mais la réponse est évidemment d'une mauvaise foi grave, dans la mesure où le problème de ces viols et de ces agressions, avant même leur nombre, c'est le fait que, avec des mesures politiques adéquates, elles auraient pu être évitées. C'est le problème des personnes, par exemple, sous OQTF, qui vont agresser une femme. Ces viols peuvent être beaucoup plus facilement évités que d'autres. Et ces présupposés qu'ont les féministes, cette idée de convergence des luttes, les empêche d'avoir une parole juste sur le sujet et d'analyser le problème avec un peu plus de réalisme qu'elles ne le font. Un autre exemple en apparence plus superficiel, c'est la question de la pilosité féminine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu une de Télérama sur laquelle on voyait un mannequin très grand. Elle était prise en photo en contre-plongée. Et du coup, la première chose qu'on voyait, c'était ses jambes extrêmement longues qui étaient poilues. Alors, évidemment, la une a fait scandale. Et donc, ça a permis aux féministes de dénoncer un culte de l'épilation hyper normatif, un déni du corps des femmes dans sa réalité. Malheureusement, la plupart de ces militantes se sont contentées de tout mettre sur le dos du patriarcat et de proposer, par exemple, des campagnes body positive sur Instagram en invitant les femmes à poster des photos de leurs poils. Comme dans beaucoup de débats féministes, le problème, c'est que les argumentaires sont restés sommaires de leur côté, mais aussi du côté d'opposition qui s'est grosso modo contenté d'un berks et dégueulasse collectif. Or, si cette polémique elle a émergé, c'est bien en réalité qu'il y avait des sujets à creuser. Un premier problème qu'ont dénoncé certaines féministes, c'est le contrôle d'industries, donc d'entités qui sont à la recherche d'un profit, qui ont intérêt à un manque chez le destinataire de leur message. Donc le contrôle d'industries, et notamment de l'industrie de la mode et du porno, sur nos idéaux et nos normes en matière de beauté. Ça a été dénoncé par certaines féministes, mais l'analyse s'est arrêtée là en disant « Eh bien, débarrassons-nous des normes », en rejoignant encore une fois ce courant body positive. La réalité, c'est que toutes les sociétés ont des canons de beauté. La difficulté dans le cas qui nous occupe, dans la société contemporaine, c'est que ces canons de beauté, ils sont censés être le fruit d'un consensus collectif ou alors émaner d'autorités morales, religieuses, politiques, artistiques. Pas de marchand de tapis, en fait. Et par ailleurs, cette polémique, elle invitait aussi à une réflexion sur un autre sujet important, qui est celui de la pudeur et de la place du corps des femmes dans les images qui nous entourent, notamment parce que la première réaction des gens scandalisés à voir ces poils sur le corps d'une femme, ça a rapport au fait que le poil, c'est un symbole de l'intime en fait par rapport au corps. Il est situé dans des zones du corps qui ont vocation à être cachées. On va quand même rappeler que jusqu'à très récemment, les jambes des femmes n'étaient pas visibles non plus. Et sauf que cette question-là n'a absolument pas été abordée dans le débat. Elle était évidemment mise de côté. Alors des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Et on voit ici, avec ces deux exemples, voilà, peut-être l'un un peu plus superficiel que l'autre, mais qu'en réalité, même quand il s'agit d'un sujet en apparence superficielle, il y a matière à creuser, il y a matière à débattre, et il y a matière surtout à apporter justement un regard et une vision du monde intéressante et juste par rapport aux erreurs sur lesquelles sont fondés ces mouvements féministes. Alors justement, on en vient à cette question de la grille de lecture qu'on pourrait opposer à celle qu'impose le féminisme, justement. Eh bien, c'est celle de la philosophie classique, tout simplement, avec lesquelles ces mouvements sont en rupture. Pour faire très simple, la tradition classique pense un homme incarné qui est à la fois corps, âme et esprit. Un homme en lien qui ne vit pas en dehors de la société. Je vais le résumer en une phrase qu'on va détailler ensemble. C'est la phrase d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. L'homme est un animal social et politique. Ça résume justement la manière dont on peut s'opposer à cette vision du monde. L'être humain est donc un animal, c'est-à-dire qu'il a une composante corporelle, biologique, qu'on ne peut pas nier impunément. La sexuation, le fait d'être homme ou femme, fait partie de sa biologie, en fait. L'humanité est naturellement sexuée, je reviendrai dessus. Contrairement à des espèces comme les escargots, par exemple. Bon. Et la sexualité humaine, qui est nécessaire à la génération, fait aussi partie
de cette animalité de l'homme. L'homme est aussi un animal social, c'est-à-dire que d'emblée, il est inclus dans un réseau de relations. On a tous des amis, on échange avec d'autres personnes, on fait du commerce. Toutes ces relations horizontales entre pairs, donc P-A-I-R-S, situent chaque personne en tant que membre d'un corps social. Et enfin, l'être humain est un animal social et politique. C'est-à-dire que la société n'est pas une construction historique. La société est un fait naturel. C'est une réalité naturelle, pas le résultat d'un contrat. L'être humain n'existe pas en dehors de la société. Le politique, justement, situe l'homme par rapport à un passé et par rapport à un avenir. Donc, il attache à un héritage, donc à des relations verticales, cette fois avec ses pairs, P-E-R-E-S, et il le situe dans des relations avec ses ascendants et ses descendants. Et le politique, qui donc hérite du passé, est attaché au passé, est néanmoins par nature tourné vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il cherche à assurer la pérennité des sociétés humaines. Et pour faire ça, il doit nécessairement prendre en compte cette réalité dans tout ce qu'elle implique. Donc, l'homme est un animal social et politique. Et c'est pour ça que le politique va chercher à garantir aux membres de la cité la sécurité et un certain nombre de libertés publiques. C'est pour assurer le meilleur cadre possible, en fait, à la génération, tout simplement. Et la génération étant le fruit de la rencontre sexuelle d'un homme et d'une femme, eh bien, le politique va nécessairement s'intéresser à la différence des sexes, à sa réalité et à ce qu'elle implique en termes d'organisation sociale. La question fondamentale, c'est vraiment celle-là, comment assurer la génération, l'éducation des enfants et donc la collaboration des sexes. C'est celle qui est à la base, en fait, de toute forme d'organisation sociale. Et c'est pour ça que toutes ces questions féministes de partage des tâches, de sécurité des femmes, d'isolement des mères, etc., ne doivent pas être traitées comme des débats isolés, comme des histoires de bonnes femmes. Il faudrait surtout pas, c'est une réaction que j'entends parfois, il faudrait surtout pas chercher à dépolitiser ces débats et ces polémiques. Il s'agirait de ne pas en faire une simple question sociale ou les reléguer à la vie privée, mais au contraire, il s'agit de s'en emparer d'urgence parce que, en fait, les réponses actuelles à ces questions sont vraiment le signe d'une civilisation qui n'arrive plus à permettre l'expression de la nature à la fois politique, sociale et animale de l'homme. Et pour pouvoir répondre à cette question, nous aussi, en cherchant à défendre cette complémentarité des sexes, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est. Le premier point, c'est qu'il n'y a qu'une seule nature humaine. Donc pas une nature féminine, une nature masculine qui ferait nous deux espèces distinctes. C'est des mots qu'on entend parfois, mais plutôt dans un usage poétique. La nature humaine comprend les hommes et les femmes. Cette nature humaine, elle est donc sexuée. Et le deuxième point essentiel à retenir, c'est que donc cette sexuation humaine, elle est nécessaire parce que sans elle, pas de survie de l'humanité. La génération, elle est possible seulement avec la participation des deux sexes. Qu'on le veuille ou non, même aujourd'hui, avec les fécondations in vitro, il faut bien des gamètes mâles et des gamètes femelles à un moment donné. Donc la différence des sexes, elle est nécessaire à la survie de l'humanité, de toute société humaine, et donc chercher à la nier ou à la contourner, ça relève du suicide civilisationnel, ni plus ni moins. Et cette sexuation, ça fait d'ailleurs partie justement de la part animale de l'homme dont on vient de parler. Et c'est très intéressant, j'ai une petite parenthèse, de comprendre comment certains de nos contemporains opère une forme de séparation entre justement le corps, l'âme et l'esprit, oublie l'âme, et pour ne se concentrer plus que sur l'esprit. Je pense notamment au mouvement transhumaniste. Et avec le mouvement transhumaniste, toute une frange du féminisme qui finalement voudrait se débarrasser de cette différence des sexes parce qu'elle les renvoie à une forme d'animalité assez encombrante, parce qu'elle nous renvoie à un certain nombre de limites, à la limite de nos corps. C'est tout l'enjeu du mouvement transhumanisme, c'est de dépasser les limites de nos corps, de combattre la souffrance et la mort. Et du coup, dans ce combat-là, le transhumanisme va jusqu'à combattre la différence des sexes avec des propositions comme par exemple celle de la mise en place d'un utérus artificiel. Il y a réellement des chercheurs qui travaillent là-dessus aujourd'hui. Alors pour en revenir à la question de la sexuation, c'est aussi important à l'heure actuelle, je pense, de rappeler que cette sexuation, elle n'est pas un destin. Elle implique des potentialités en fait, qui vont être actualisées ou non selon les personnes, comme par exemple la maternité. Les hommes et les femmes, en fait, la différence entre hommes et femmes n'est pas
d'abord en soi d'ordre politique, mais elle est d'abord de l'ordre du vécu, de l'intime, d'une part, et aussi de l'ordre de la pensée symbolique et métaphysique, d'autre part. C'est un autre sujet qui est très intéressant de creuser, mais dans la tradition philosophique occidentale, et notamment, et ça on le voit encore, hein, on le voit dans les mythologies, par exemple, le monde est organisé selon un certain nombre de dualités fondamentales, d'opposition. Il me semble que la formule de saint Thomas, c'est d'opposition dynamique et relative. Donc le chaud et le froid, le sec et le mouillé, le sacré et le profane, le masculin et le féminin. Et justement, cette différence sexuée, elle relève aussi de ça, de cette pensée symbolique, de cette pensée métaphysique. Bref, elle implique, dans notre vécu, nous, personnel, un rapport au monde, un rapport au temps, un rapport à la vie, à la mort différent, et pas des qualités ou des compétences spécifiques qui peuvent connaître beaucoup de variations entre les personnes. Alors, notre époque insiste beaucoup sur ces variations, sur ce vécu subjectif, et c'est une réalité. Notre expérience d'être donc un homme ou une femme va nécessairement, en partie, être intérieure et subjective. Néanmoins, la sexuation, ça fait partie aussi de ces domaines dans lesquels, forcément, à un moment, le particulier va rejoindre l'universel. Je vous donne un exemple très simple. Mon expérience de la maternité ne va pas être celle de ma voisine. Évidemment, mon rapport à la maternité ne va pas être celui d'une jeune fille ou d'une femme qui a rencontré le problème de l'infertilité. Et pour autant, toutes les femmes vont être amenées à se positionner par rapport à cette potentialité d'être mère, en fait. Qu'elles s'en réjouissent, que ce soit pour elles un chemin difficile, qu'elles en souffrent, qu'elles la refusent. Et même le cas limite, justement, de la stérilité engendre aussi beaucoup de souffrance parce que justement, ça fait partie du corps des femmes d'être potentiellement mère. Isolde Turan travaille, elle, en tant que naturopathe et spécialisée dans le cycle féminin. Et donc, elle reçoit un certain nombre de femmes qui vivent cette douleur-là. Et il est fréquent qu'elle entende des phrases comme « mon corps m'a trahi ». C'est bien la preuve que cette potentialité, cette maternité n'est pas un destin, mais vraiment une potentialité qui est inscrite au cœur de nos corps et par rapport à laquelle nous allons nécessairement être amenés à nous positionner. Donc, si ces différences entre hommes et femmes ne sont pas politiques mais naturelles, pour autant, leur organisation relève du politique. C'est-à-dire que quelles que soient les variations, les expériences des uns et des autres, chaque société va nécessairement devoir faire des choix pour organiser la mixité des sexes, donc un peu, beaucoup, pas du tout. Et ces modalités, donc, au travail, dans l'espace public, selon quelles règles, selon quelles lois, etc. Donc, il s'agit de réfléchir à comment faire pour que cette organisation se fasse justement selon les bases les plus justes et les plus saines possibles. Et c'est sur cette question-là que je voudrais faire une conclusion un peu développée quand même. Le respect de la différence des sexes, la reconnaissance de son existence à minima, c'est la condition sine qua non d'une bonne organisation de leur mixité. Il s'agit justement de reconnaître cette différence, non pas comme un simple fait biologique non signifiant, mais vraiment dans toute la profondeur que j'ai essayé de vous expliquer en quelques phrases. La nier est nécessairement source de problèmes très concrets. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec le cas des transsexuels dans les prisons. Il y a des personnes transsexuelles qui, donc nées hommes, qui, dans plusieurs pays, ont demandé d'être incarcérés dans des prisons de femmes parce qu'ayant subi un certain nombre de procédures médicales, se sont fait identifier comme étant des femmes. Les pays qui ont accédé à cette demande ont eu des gros problèmes d'agression sexuelle, évidemment, notamment parce que un certain nombre de ces personnes avaient été incarcérées quand même pour des cas d'agression sexuelle. Et on s'est quand même laissé aveugler par l'idéologie au point d'accepter que ces personnes soient incarcérées avec d'autres femmes, avec des femmes. Voilà. Donc, nier la différence des sexes, ça amène concrètement à des problèmes pratiques. Et donc, c'était important de comprendre que cette différence des sexes, la reconnaissance de son existence, pour autant, ça ne suffit pas à assurer une collaboration fonctionnelle entre les sexes, une réelle complémentarité. Celle-ci va reposer sur un certain nombre d'institutions, sur un certain nombre de cadres organisés par la société.
Alors, je fais un petit point justement parce que là, on va rentrer dans un autre sujet qui est dans la prolongation du premier, qui est celui de la famille. Ce sujet de la famille est souvent traité justement par les féministes, à raison, parce qu'elle se situe tout à fait dans le prolongement de cette question de la complémentarité des sexes. Pourquoi ? Parce que la rencontre des sexes, elle commence toujours au même endroit, dans le couple et la famille. Parce que, à la base de toute société humaine, on l'a dit, il y a le couple homme-femme en tant qu'il est potentiellement fécond. Et cette question, elle va mener directement à la question de l'éducation des enfants. Qui, chez l'homme, n'implique donc pas juste le nourrissage et quelques apprentissages de base, mais aussi la transmission de repères culturels, de repères civilisationnels. Et donc c'est important de revenir sur cette question de la famille et du mariage, et je fais une petite parenthèse sur la question de la norme. Trop souvent, quand on parle de cette question de la famille et du mariage, on a l'impression qu'on est dans une forme que quand on défend des institutions comme le mariage ou la famille, on cherche à l'imposer à tous. C'est-à-dire que quand on défend le mariage, ce serait pour dire que tout le monde doit se marier et tout le monde doit faire pareil et tout le monde doit suivre cette norme. Et là, justement, je fais un arrêt sur la question de la norme. L'existence d'une norme est nécessaire à toute société pour fonctionner. Pas pour que tout le monde s'y conforme, mais parce qu'elle sert de point de repère, même quand on se situe en dehors. Et sans ces repères, c'est le chaos. C'est justement parce qu'on sait ce qu'est un homme et une femme qu'on peut se dire « je me situe en dehors », même dans ces cas-là, en fait. Donc, il est important aussi d'avoir un certain nombre de repères et de jalons dans une société. On voit au fil du temps et dans l'espace des manières très différentes d'organiser les choses. Pour autant, il y a toujours à la base de la société justement une forme de mariage et la question de la famille. Et l'Europe est justement le continent qui a poussé le plus loin la mise en œuvre politique de la complémentarité des sexes, avec des variations plus ou moins fonctionnelles selon les lieux et les époques, mais avec surtout 3 jalons essentiels qui sont donc des libertés publiques et privées attachées aux personnes, en vue de la souveraineté justement de la cellule familiale, et puis aussi une collaboration des sexes à tous les échelons du social et du politique. Et donc, j'aimerais détailler rapidement ces éléments-là. Un des premiers jalons justement de la complémentarité des sexes, c'est la question du mariage qui a été mis en place en Europe majoritairement comme étant monogame et indissoluble. Et généralement pensé aussi, non pas comme une simple nécessité naturelle, mais comme un moyen de perfectionnement de l'être dans une dynamique de réciprocité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on n'est pas juste là pour se reproduire et élever des enfants, mais aussi pour s'élever soi-même et devenir une meilleure version de soi-même. Voilà, donc c'est cette réalité qui est que la fécondité naturelle du couple homme-femme trouve un prolongement culturel dans des institutions comme le mariage et la famille, des institutions politiques, et que ces institutions, donc le mariage et les familles, se retrouvent à la base de toutes les sociétés, quelle que soit la forme qu'elle prend, comme tout simplement comme base du politique, en fait, comme réalité naturelle au sein de laquelle commence le politique. Eh bien, nous en avons une version spécifique en Europe qui est particulièrement intéressante. Et nous, lorsque nous avons laissé s'effriter cette institution du mariage, on a vraiment fragilisé les familles. Et justement, loin de ce qu'on entend généralement, le constat, c'est qu'on n'a pas du tout libéré les sexes d'une quelconque oppression. On a au contraire alimenté une forme de lutte des sexes. C'est-à-dire que oui, comme je disais tout à l'heure, le féminisme naît dans un contexte historique. Et oui, le mariage bourgeois du 19e siècle était un problème. Et le Code civil avait instauré une minorité politique pour les femmes qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant le Code civil et puis avant tout le 19e siècle, la Révolution française, les femmes bénéficiaient d'expressions politiques vraiment réelles et beaucoup plus variées que ce qui s'est imposé à ce moment-là. Donc on comprend tout à fait que toutes ces revendications féministes, que tous ces mouvements féministes aient émergé dans ce contexte. La difficulté, c'est que en voulant se libérer de carcans circonstanciels, eh bien, on a jeté l'opprobre sur l'intégralité de l'institution du mariage. On a confondu un problème accidentel et le mariage en soi.
Et justement, le résultat de ça, ce sont des attaques répétées sur la famille qu'on détaille dans notre essai, notamment à travers justement les attaques à cette figure symbolique qui est celle du père de famille. Et donc la disparition, la dissolution en fait, de la famille pensée comme une unité économique et politique a entraîné des difficultés vraiment réelles dans la collaboration des sexes au sein du politique, mais aussi une perte vraiment notable de nos libertés individuelles. Et ça, c'est aussi un gros point d'attention de notre travail et qu'on détaille dans notre essai, c'est que lorsqu'on a attaqué cette famille, qui était la base du politique, eh bien, on se retrouve non pas avec la mère qui prendrait le pas sur le père et qui dominerait la famille, mais on se retrouve avec une atomisation, en fait. C'est-à-dire que on entend parfois aussi, oui, mais les familles, il y en a encore, il y en a beaucoup, c'est juste qu'elles ont une forme différente. Il y a un changement en fait réel et notable, c'est-à-dire que le couple aujourd'hui comme la famille ne sont plus du tout pensés comme une unité économique et politique. C'est pensé, le couple et la famille sont pensés comme une association d'individus en vue de leur bonheur, leur épanouissement personnel. Et on peut vivre très bien comme ça. Mais ce n'est pas ça, le mariage et le couple en tant que base de la société. Il y a nécessairement une unité pour justement que ça puisse servir de base. Et ce qui est intéressant justement, c'est d'analyser ce mariage à travers cette grille d'analyse politique et de comprendre que c'est pour ces raisons-là que le politique est amené à valoriser ces institutions-là et non pas donc et non pas pour des raisons d'un jugement de valeur en fait. Le politique, il a besoin de garanties tout simplement. Donc, donc le mariage est une garantie, c'est un engagement qu'on prend devant la société. Alors, donc, comme jalon, il y a donc le mariage monogame indissoluble et il y a la garantie aussi par le politique des libertés privées et publiques de chaque citoyen, non pas parce qu'elles seraient un bien propre de chacun, mais justement parce qu'elles garantissent la souveraineté de la famille, la liberté de l'association, la liberté de réunion, d'éducation, la propriété privée, la liberté d'entreprise. Tout ça, ce sont des moyens justement de permettre le politique. Et quand on voit aujourd'hui, parmi les attaques à l'unité de la cellule familiale, parmi les attaques à la famille, il y a beaucoup d'atteintes aux libertés, et notamment aux libertés publiques et notamment aux libertés éducatives. Je pense notamment à l'interdiction de l'instruction en famille. Je pense à diverses lois qui sont passées justement à travers lesquelles l'État s'immisce dans nos choix familiaux. Et c'est extrêmement grave en fait, parce que ça ne concerne pas que les quelques familles qui font le choix de l'instruction à domicile, pour prendre cet exemple-là. C'est-à-dire que pour que le fait de mettre ses enfants dans l'école du coin de la rue, qu'elle soit publique, privée, etc., soit un choix, il faut justement avoir d'autres possibilités. Normalement, l'instruction des enfants, l'éducation des enfants, les deux sont du ressort de la responsabilité des parents. Quand on choisit une école, c'est qu'on délègue cette responsabilité. Et c'est tout à fait possible de le faire. Mais ce qui est premier, c'est la responsabilité des parents là-dedans. Et quand le politique prive les parents de leur liberté justement d'instruction, c'est une perte énorme pour le politique. C'est vraiment un enjeu politique majeur. On a traité ce débat comme étant quelque chose d'assez ponctuel, circonstanciel, ne concernant que quelques familles, alors que c'était un enjeu de société vraiment fondamental. Bref, un dernier jalon vraiment essentiel à une bonne complémentarité des sexes, c'est justement la collaboration de chaque sexe aux politiques selon ses modalités propres. Et justement, là, on a une richesse dans l'histoire que nous devrions rechercher, approfondir et redécouvrir, parce que cette collaboration de chaque sexe aux politiques, elle n'a pas toujours été le vote, et pourtant elle était bien réelle. Et ici, on a un nombre d'exemples incroyables. Je parlais du Moyen-Âge tout à l'heure. Au Moyen-Âge, il y avait des femmes qui avaient des chaires d'université, il y avait des femmes qui avaient la direction d'abbaye. Mais même avant ça, quand on voit des pratiques comme par exemple, je pense au culte de Vesta à Rome, la participation des femmes à la religion dans l'Antiquité gréco-romaine est une forme de participation aussi à la vie politique, dans la mesure où la religion est politique aussi dans ces civilisations-là.
Et puis par la suite, plus proche de nous, on peut penser aussi à tous les salons littéraires et politiques. Bref, l'histoire regorge d'exemples en fait de participation des femmes à la vie politique qui ne passent pas nécessairement par le vote, même si le vote est un moyen tout à fait possible et intéressant. Mais voilà. Donc, en conclusion, parce que je vois que l'heure tourne, pour répondre vraiment aux problèmes bien réels qui sont soulevés par les féministes, je vous invite vraiment à explorer cette question d'abord de la différence et de la complémentarité des sexes dans toute sa dimension politique. Évidemment, dans sa dimension intime et personnelle, c'est important parce que c'est aussi quelque chose qu'il s'agit d'incarner dans nos vies, mais aussi justement dans toute la profondeur de cette dimension politique, parce que cette défense de la différence des sexes et de la complémentarité des sexes, elle est intrinsèquement liée à un certain nombre de combats politiques, comme celui justement en faveur des libertés publiques et comme la défense par exemple du mariage et de la famille. Voilà, et c'est seulement donc en basant notre réflexion sur une compréhension juste de cette dimension vraiment fondamentale de notre humanité qu'on va pouvoir apporter des réponses justes aux problèmes qui sont soulevés par les féministes à raison. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Bien, je vous remercie pour votre exposé. Avant de passer aux questions de la salle, je voudrais juste annoncer les 3 prochaines conférences qui se tiendront à l'ICEP. Le 28 novembre, nous recevons Yves Calmette pour son livre « Le guide du marketing dissident ». Le 14 décembre, David Chantran pour son livre sur la chronique des territoires. Et 18 janvier, le livre de Philippe Charlez, Le 10 commandements de la transition écologique. Je remercie ceux qui nous ont suivis en ligne de nous avoir écoutés. Et nous pouvons passer aux questions de la salle. Avez-vous des questions ? Des remarques ?